Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Contexte. Je m'appelle Charles et sur cette chaîne, je vais tenter d'apporter ma pierre à l'édifice de la simplification de l'actu politique. Ici, nous parlerons de médias, de la société et aussi bien sûr de politique. Dans cette première vidéo, on va voir en quoi l'actualité politique en France peut nous faire poser la question: est-ce que la séparation des pouvoirs est en danger? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la séparation des pouvoirs? C'est la séparation entre les trois pouvoirs régaliens de l'État en France, qui sont le pouvoir judiciaire avec le tribunal, le pouvoir exécutif avec le président et son gouvernement, et le pouvoir législatif avec les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. On prendra deux cas assez récents d'actualité qui montrent deux situations différentes. Une situation où là, ça va être une atteinte à la probité qui arrive devant la justice, et l'autre, ça sera un vote au Parlement qui ne se passe pas exactement comme prévu. La probité, c'est censé être la boussole morale, on va dire, des élus quand ils arrivent à leur poste. C'est ce qui va les empêcher de profiter d'intérêts particuliers contre ceux de la collectivité. Une atteinte à la probité, donc, c'est quand l'intérêt général est desservi pour servir l'intérêt de quelqu'un d'autre. On met aussi dedans ce qu'on appelle dans les médias l'enrichissement personnel. Donc ça consiste à se payer plus qu'on ne devrait, payer ses proches plus qu'on ne devrait, ou alors payer carrément des gens ou soi-même pour un emploi qu'ils n'ont jamais fait. C'est ce qu'on appelle un emploi fictif. Alors l'exemple le plus marquant récemment, c'est vraiment la condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy le 25 septembre 2025. Nicolas Sarkozy a donc été condamné dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle pour association de malfaiteurs. Le tribunal l'a déclaré coupable d'avoir fait financer sa campagne par des fonds occultes en provenance de Libye et du régime de Muammar Kadhafi, en échange de la promesse de faveurs diplomatiques. La Libye de Kadhafi était un état dictatorial et isolé dans l'ONU, et Sarkozy aurait proposé au gouvernement Kadhafi de les réintégrer dans la communauté internationale. Nicolas Sarkozy est donc condamné à 5 ans de prison, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Évidemment, comme souvent dans ces affaires, dès la sortie de la salle d'audience, Nicolas Sarkozy jure son innocence, il clame qu'il n'a rien fait et que les juges l'ont humilié. Alors, si c'est un jugement politique et que les juges le harcèlent, ça fait vraiment longtemps, puisque déjà l'année dernière, en 2024, Nicolas Sarkozy avait été condamné dans l'affaire dite des écoutes, ou l'affaire de Bismuth, à 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Il a été aussi condamné pour une affaire de financement illégal de campagne présidentielle, encore une fois, sauf que c'était pour la campagne de 2012, et cette fois c'est l'affaire dite Big Malion, pour laquelle il prendra 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Ce que l'on peut dire sur toutes ces situations judiciaires, c'est que c'est historique. La dernière condamnation en date est vraiment très lourde, et un président de la République, sous la cinquième, n'avait jamais été sanctionné aussi fort. Les juges sont aussi très clairs sur l'atteinte à la probité et sur sa gravité. Pour eux, c'est une situation exceptionnelle, c'est du jamais vu en France. Aucun président de la République n'a jamais été condamné dans une affaire aussi grave. Mais c'est exceptionnel parce que c'est un ancien président. Mais est-ce que c'est vraiment si exceptionnel que ça? On n'a pas besoin de chercher assez loin pour trouver. Dans un article du Monde paru le 26 septembre 2025, donc le lendemain du bilan judiciaire de Nicolas Sarkozy, on apprend la condamnation d'un autre politique. Cette figure, c'est une figure communiste, Maurice Gironcel, qui est maire de Sainte-Suzanne à La Réunion depuis 1993. Il a été condamné pour favoritisme, entente illégale et corruption passive. Selon le jugement, on parlait d'un vrai système Gironcel dans les marchés publics liés à l'électrification locale. Il a lui aussi écopé de 5 ans de prison, de 5 années d'inéligibilité et de 60 000 euros d'amende. Cette affaire montre bien comment ces peines de prison et d'inéligibilité sont systématiques en politique pour les atteintes à la probité, et que le cas de Nicolas Sarkozy ne fait pas exception. Selon Transparency France, les atteintes à la probité ont augmenté de 28% en France entre 2016 et 2021, et d'encore 8% en 2024. Or, vu comment les politiques contestent à chaque fois les faits et remettent en cause l'indépendance de la justice, on peut vraiment se demander si le pouvoir exécutif n'aimerait pas influer sur le pouvoir judiciaire. Le deuxième cas s'est déroulé lors du vote pour le président de l'Assemblée nationale. Dans un article de Mediapart, il est indiqué que Gabriel Attal et 16 autres membres du gouvernement ont quand même voté en tant que députés pour élire Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.
On peut notamment citer donc Gabriel Attal qui a voté, Gérald Darmanin, Prisca Thévenot, Marc Fesneau et d'autres. Des ministres ne peuvent pas voter en tant que députés pour certains votes à l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif doit bien être séparé du pouvoir exécutif. Or, leur vote est présenté comme ayant vraiment été décisif par Mediapart, puisque Yael Braun-Pivet l'a emporté avec 13 voix d'avance, alors que 17 ministres de la majorité ont voté pour elle. Mediapart appelle cela un tour de passe-passe constitutionnel, parce que normalement, dans la Constitution, les ministres n'auraient pas dû voter sur l'élection du président de l'Assemblée. Il n'y a que les parlementaires qui votent. Donc là, on est vraiment au cœur du principe de séparation des pouvoirs. Sans le vote de ces ministres, peut-être que le président de l'Assemblée aurait été différent. Le concurrent de Yael Braun-Pivet, c'était André Chassaigne, du Nouveau Front Populaire. Et sa politique menée aurait été... Enfin, le président de l'Assemblée nationale ne mène pas vraiment de politique, mais l'influence qu'il a sur les débats, sur l'ordre du jour, sur la répartition de la parole, n'aurait pas été le même. Ainsi, avec ces deux affaires, on a vraiment deux soucis différents qui se posent. D'un côté, on a le rapport de l'exécutif avec la justice et des politiques en général, des élus avec la justice, qui est assez unique en France puisque c'est les seuls cas où on remet en cause la justice et les juges. Lorsqu'un voleur vole, on le met en prison, personne ne va aller dire que la justice est contre lui. Quand on parle de détournement de fonds publics ou alors de financement illégal de campagne, les remises en question, elles sont souvent quand même du côté de la justice. Les politiques, ils n'hésitent pas à attaquer les juges, les magistrats, à dire que c'est politique, à dire qu'il y a eu de la partialité dans le jugement. Et dans le deuxième cas, là on voit que c'est plus la gestion de la relation Parlement-exécutif qui est compliquée et qui est entachée en ce moment parce que c'est la première fois qu'on a un gouvernement aussi peu stable avec autant de premiers ministres différents. Mais dans les affaires judiciaires, il y a souvent des biais de couverture. En effet, certains médias donnent peu d'attention aux vraies conclusions de la justice et se concentrent plus sur les polémiques et sur les mots forts que les accusés ou que l'avocat des accusés va sortir dans les médias. Un exemple très marquant est le double édito de Laurence Ferrari et de Pascal Praud lors de la condamnation de Nicolas Sarkozy. La justice condamne qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Et il n'est pas nécessaire d'apporter des preuves. Ne sous-estimez pas ce message qu'envoient les magistrats et qui va bien au-delà du cas Nicolas Sarkozy. Tremblez, mesdames, messieurs. Personne n'est à l'abri. On attend des preuves quand la justice condamne, sans quoi le soupçon de l'arbitraire plane sur un jugement. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a été président de la République. Il a été jugé dans le cadre d'une affaire de soupçon de financement illégal de sa campagne en 2007. Le tribunal n'a trouvé aucune preuve de délit, aucune trace d'enrichissement personnel. Alors c'est marrant que Laurence Ferrari parle d'enrichissement personnel parce que si elle avait lu un tout petit peu le dossier, elle saurait que c'est précisément ce que la justice reproche pas à Nicolas Sarkozy. Mais bon, c'est pas comme si elle était journaliste. Et pourtant, la décision a été prise par les magistrats de l'envoyer en prison pour 5 ans. On pourrait presque croire qu'ils se sont passés le mot. Mais qu'est-ce que ça change tout ça pour toi et moi? La séparation des pouvoirs, la probité, le non-cumul des mandats, toutes ces règles existent pour des bonnes raisons. Elles sont là pour défendre l'intérêt général, pour défendre la vie de chaque citoyen et son droit à l'information. Pour nous citoyens, ça implique une responsabilité. On doit trier, recouper, ne pas prendre chaque titre, chaque polémique pour argent comptant. Il faut comparer. Toutes ces affaires, et notamment la réaction du peuple, montrent que la relation entre la politique et les gens est fragilisée. Toujours cette notion d'impunité qui plane quelque part, et on a l'impression de moins en moins les comprendre, de moins en moins se sentir représenté, et de moins en moins vouloir s'impliquer. Mais le fait que ces affaires sortent et que des condamnations tombent montre quand même que le système qui nous protège n'est pas mort, qu'il reste des gens dans la justice, dans les médias et dans la politique qui sont indépendants et qui se battent pour cette indépendance. Voilà pourquoi je fais cette chaîne. Pas pour balancer des noms à tort et à travers ou pour prendre parti, mais pour vous donner les clés. Mon but c'est de rendre tout ça plus digeste, en parlant de faits, rien que de faits. De vous montrer que derrière les gros titres, il y a des affaires compréhensibles, des règles simples qui s'appliquent à tous, comme tout le monde. Et que quand on brandit dans les médias cette atteinte à la probité, séparation des pouvoirs, enrichissement personnel ou autre 49.3, que vous sachiez bien de quoi il s'agit, de quoi on parle et à qui ça s'adresse. Tout ça nous rappelle qu'on ne peut pas vraiment consommer la politique comme on consommerait maintenant une série ou des vidéos YouTube. Il faut garder un œil critique, comprendre les règles et comprendre les enjeux. Parce que la probité et la transparence, ça se défend collectivement. J'espère que je vous aurai aidé un petit peu à y voir plus clair. Vous pourrez vous faire votre propre opinion, c'est le plus important.
parce que comprendre, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. C'était Charles, et à bientôt sur Contexte.